Oui, merci Joseph de proposer à Marie de revenir sur l'estrade parce que c'était une question pour l'ensemble des intervenants aujourd'hui, dont Marie en particulier. Je suis très heureux qu'on ait pu parler de ce sujet de bonheur, du bonheur délicat, parce que beaucoup dans cette salle ont traversé des moments difficiles. Et j'ai eu le sentiment, à vous entendre, que souvent le bonheur était un peu un bonheur par défaut, c'est-à-dire quelque chose qui émergeait pendant les temps de répit, entre de grandes périodes où on est moins bien parce que soit on est né comme ça, soit parce qu'on a vécu des choses qui sont difficiles. Et je voulais vous demander, vous, si il n'y avait pas quelque chose de profondément rassurant à savoir, comme tu l'as dit, Marie d'ailleurs, Joseph l'a évoqué aussi, ces moments de bonheur sont plus que des parenthèses finalement. Est-ce que c'est pas ça qui motive vraiment à se lever le matin, plus encore? Est-ce qu'ils ne sont que par défaut, ou est-ce que vraiment ils sont une substance de vie? C'est ça que je voulais ouvrir comme question. Et Marie, plus spécifiquement, on se connaît bien, et je sais que tu as pu dire, lors d'autres interventions, ces années précédentes, combien certaines expériences sensorielles profondes et très intimes étaient en soi des bonheurs, et d'immenses bonheurs. Et peut-être, si tu le veux, si tu le souhaites, tu pourrais les décrire là pour nous montrer à quel point la diversité, la neurodiversité, est aussi peut-être une ouverture sur des bonheurs immenses. J'ai gagné le petit. C'est vrai qu'il y a une chose que je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense que vous avez tous rendu compte, c'est quand même très compliqué pour moi de parler du bonheur, et c'est beaucoup plus facile pour moi de vous parler des violences sexuelles. Voilà, c'est comme ça. Mais parce que les violences sexuelles font partie de ces choses qui m'animent au quotidien et qui me font finalement vivre des instants et des moments, on pourrait dire, de bonheur, dans le sens où ça permet de donner son énergie pour que d'autres personnes ne vivent pas en fait ce que vous avez vécu. Et ça, c'est quelque chose qui est quelque chose d'interne qui me donne beaucoup de bonheur en fait. De savoir que voilà, parce que vous êtes intervenu dans telle conférence et qu'il y avait, je sais pas 1000 psychiatres, et que vous faites une intervention sur le psychotraumatisme des conséquences suite à des violences sexuelles, et ben, vous apporte un bonheur extrême, parce que vous savez que des personnes autistes, par exemple, et ben, seront en contact avec des professionnels qui auront une attention particulière sur le traumatisme que leur a laissé les violences qu'ils ont subies. Voilà. Mais il y a aussi une autre chose qui est très intime, qui n'a strictement rien à voir avec l'environnement extérieur ou toutes les actions qu'on peut faire chacun ou chacune, alors que je n'ai pas parlé et pourtant qui m'anime quand même pas mal. C'est cette notion de synesthésie. Alors je ne sais pas si c'est un peu ça que Vincent voulait que j'exprime, mais donc la synesthésie, c'est quelque chose qui est, qu'on pourrait dire, c'est quelque chose de particulier, mais en fait non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont synesthètes. Donc moi j'ai la particularité, c'est de pouvoir composer des musiques, des mélodies, sachant que je ne connais pas la musique, mais les sons en fait me procurent des couleurs et des formes que je peux mettre sur un tableau, et du fait de reproduire en fait à l'infini une succession de musiques, de mélodies, de notes, on va dire, sans connaître rien en fait. Et c'est vrai que quand on a terminé un tableau, alors moi j'appelle ça un tableau sonore, quand on a terminé un tableau sonore et qui permet de faire une mélodie qui vient de soi, de l'intérieur, il n'y a rien qui vient de l'extérieur, c'est des moments internes
qui me permettent de vivre. Alors je ne sais pas si c'est du bonheur ou pas du bonheur, mais c'est quelque chose qui me permet de vivre l'instant comme si voilà, j'avais été privé d'eau pendant, je sais pas, 7 jours et qu'on me donne 3 gouttes d'eau. Et c'est un moment voilà, de bonheur extrême qui me fait vibrer en fait à tout l'intérieur du corps et qui surtout me procure une sensation que c'est pas parce que on a des particularités, des spécificités, qu'on est mauvais, qu'on est nul, qu'on ne sert à rien. Toutes ces phrases négatives que des fois on s'entend nous-mêmes, qu'on se dit à soi-même, non, en fait, on peut apporter des choses finalement pour l'humanité, et puis aussi on peut apporter des choses et montrer que on est tous différents dans notre société et qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir vivre, en fait. Voilà, juste vivre. Et peut-être que c'est ça le bonheur, en fait, c'est de vivre tout simplement, en fait. Vivre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie. En fait, il y a quelque chose qui peut-être me trouble ou qui mériterait discussion. C'est la question de par défaut, quoi. Vous voyez. En vérité, si par exemple votre esprit est occupé, je ne sais pas, on va dire que ceci est un iPhone 23, c'est ça le dernier, enfin quelque chose comme ça. Donc si votre esprit est occupé par cet éminent objet, peut-être que justement votre esprit n'est pas occupé par les choses importantes. Quoi, voyez. Donc, on pourra toujours dire que le sentiment de bonheur est par défaut d'iPhone 23. Mais je ne suis pas sûr que ce soit plus qu'une pirouette, quoi. C'est une pirouette rhétorique sans plus. Et donc peut-être que la notion de par défaut, peut-être c'est justement ça qu'on devrait chercher, quoi. Qu'est-ce qui est réellement important? Et quand on y réfléchit un peu dans nos vies, quels sont les moments réellement importants? Quand je dis réellement important, c'est quelque chose qui sera toujours présent dans, mettons, 10 ans et qui a des conséquences concrètes, par exemple aussi sur d'autres personnes. Sous ces deux critères-là, finalement, il y a très peu de choses qui passent le double filtre. Donc peut-être qu'il y a un système extraordinairement savamment mis en œuvre pour nous écarter des choses qui sont, on va dire, importantes. Pascal, de son temps, a appelé ça tout ce qui est le divertissement, c'est-à-dire ce qui nous divertit par rapport à ce qui est important. On pourrait le dire comme ça. Alors, un auteur plus contemporain, qui aujourd'hui est un peu oublié, mais je pense à Solzhenitsyn, ça commence à dater un peu. Et Solzhenitsyn, lorsque donc, il était en URSS, évidemment, il était anti-soviétique et tout ça, et lorsqu'il est arrivé en Amérique, il a commencé à sentir et à décrire les mécanismes, on va dire, qui nous détournent les gens, on va dire, de ce qui compte, quoi. Alors, il a fait toutes sortes d'études et vous connaissez certaines de ces phrases très connues sur, par exemple, il est bien plus facile de soumettre un peuple par la pornographie que par les blindés, quoi, vous voyez. Et c'est profondément exact, quoi. Et d'une certaine façon, tout le génie pernicieux ou le mauvais génie de la culture d'extrême-occident avait été d'utiliser, on va dire, les tendances, les faiblesses humaines pour telle ou telle chose, pour, on va dire, se construire un succès en tant que société, enfin, ou anti-modèle, certains diraient anti-modèle, je ne sais pas s'il faut pousser la réflexion jusque-là. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr, pour le dire plus simplement et plus concrètement, je ne suis pas sûr que les modèles, par exemple, consuméristes, créent
on va dire, une sensation de bonheur au-delà de 3 secondes. Quoi, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie peut-être de lancer une polémique comme ça, mais tant pis, hein, pardon Marie, je vais lancer comme ça les choses. Je ne suis pas très favorable à la notion d'empowerment. Donc lorsque on parle dans l'univers du handicap ou autre, notamment dans l'univers du handicap de culture américaine, de l'exclusion, etc., la seule et unique réponse qu'on vous donne, mais voyons, la réponse c'est le empowerment. Voyez, lorsque vous serez fully empowered, eh bien vous n'aurez plus de difficultés, on va dire, d'exclusion. Mais est-ce que réellement le bonheur, ça sera pour vous d'atteindre un poste où vous donnerez des ordres à 50 secrétaires? Oui ou non? Vous voyez, on parle des inégalités salariales, elles sont exactes, parfaitement exactes. Mais est-ce que réellement ce sera le nirvana si on augmente votre salaire de 17%? Peut-être un jour, oui, mais pas au-delà de 1 mois. Donc il y a, je dirais, une vraie problématique. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire miroiter un mirage? Est-ce que c'est l'empowerment qui est la clé du salut? Ça c'est vaste débat. J'ai été provocateur, pardonnez, tomate, critique, commentaire, n'hésitez pas, tout est libre. Alors, est-ce qu'il y en a qui avaient demandé le micro tout à l'heure? Est-ce qu'il... Ah, j'avais pas. Alors, il y a des gens qui disent que les autistes sont bizarres, pas normaux. Et bien en fait, ce sont les gens qui disent ça, qui sont bizarres. Bah, je me suis dit ça quand même à certains moments. Alors j'avais vu un post sur Instagram qui expliquait l'autisme, ce n'est pas par exemple la faute de la mère, une singerie savante, une mode, etc. Ça disait aussi l'autisme c'est partout, ton prochain, etc. Enfin, il faut pas croire que l'autisme faut pas croire que l'autisme c'est pas normal quoi. Puis en plus il y a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées autistes justement, donc la société va devoir s'y faire. Bah c'est vrai. Juste rebondir, vous parlez de normal, mais en fait normal, vous dites que dans la société il y a plus de gens autistes que d'autistes, mais regardez par exemple là, imaginons que là on est une communauté finalement, mais il y a plus d'autistes que de autistes. Donc la normalité ça n'a aucun sens en fait. C'est non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait la norme, elle est en fonction d'un environnement. La norme en France, c'est pas la même norme qu'en Afrique, c'est pas la même norme qu'en Asie. Et pour moi, parler de normalité, c'est encore parler de mettre des gens dans des cases. Et comme si on avait besoin de mettre des gens dans des cases pour pouvoir vivre, soi-disant, tous ensemble. Mais comment on peut vivre tous ensemble si on met des gens dans des cases? Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ce qu'on a et avec ce qu'on avec ce qu'on est, avec ce qu'on a.
Merci beaucoup Marie. C'est exactement ça. C'est un petit peu ce qu'on peut désigner comme étant la théorie du stigmate de Goffman. Voyons ce que l'auteur, peu importe les détails. Alors imaginez, on peut faire un petit jeu rigolo, enfin plus ou moins rigolo, hein, comme on dit, sauf votre respect. Donc dans cette salle, on ne vous l'a pas dit, mais il y a deux groupes. Hein. Donc il y a un groupe vraiment pas sexy, quoi. C'est les gens ici, quoi. Hein. Et il y a les cool kids, hein, les top sexy, c'est ici, quoi. Hein, ça, vous voyez, ben oui, c'est comme ça, vous ne le saviez pas, mais c'est comme ça, quoi. Hein. Alors, objectivement, rien ne distingue les gens assis ici des gens assis là. Hein, mais les cool kids, ce sont ceux d'ici, quoi. Voyez, hein. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les groupes humains. Il y a des dynamiques de groupe, hein, donc vous pouvez l'observer chez les jeunes, hein, c'est extrêmement caricatural chez les ados, hein, les ados normaux, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc il y a les cool kids, et chacun veut imiter la tenue vestimentaire des cool kids, voyez, hein. Et ce qui fait le critère du cool, ben, en fait il n'y a pas de critère, hein, et ça change tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, ce qui était vraiment le top du cool, trop stylé, comme on dit, hein, voilà. 3 mois plus tard, c'est un truc de boomer, quoi. Hein, et c'est comme ça que fonctionnent toutes les sociétés humaines. Hein. Si vous voulez, par exemple, être un grand savant dans le monde de l'autisme, ben, il y a 20 ans, 30, 40 ans, il fallait dire l'autisme est une maladie rare avec 1 sur 10 000, quoi. Hein, ça vous étiez un grand savant. Aujourd'hui, il faut savoir dire que l'autisme a une autre prévalence. Il faut encore changer cette fois, quoi. Donc, il y a dans toute société humaine des critères totalement arbitraires pour distinguer ce qu'on appelle le normal de ce qu'on appelle le pathologique. Le truc rigolo, c'est que ça change beaucoup, quoi. Hein, et donc, ceux qui sont aujourd'hui les cool kids, demain ne le seront plus nécessairement. Et il y a des études qui ont montré que ceux qui sont les plus populaires au collège et au lycée auront la suite de vie la plus difficile. Ce n'est pas un motif de réjouissance, mais peut-être il vaut mieux se dire par anticipation qu'il vaut mieux être tout ringard aujourd'hui, comme ça on a plus de chance. On peut presque faire un calcul comme ça, hein, donc il faut être le plus ringard possible, comme ça plus de chances que ça bascule. Allez, blague mis à part, franchement, il y a 20 ans, quoi, 30 ans, l'autisme était totalement inconnu, et s'engager dans le militantisme pour l'autisme, c'était le truc le plus ringard, le plus idiot qui soit, quoi. Vous voyez, il y a 20 ans, 30 ans, quoi. Hein, vous voyez, le monde, mais qu'est-ce qu'il a changé, hein, quand on faisait un événement sur l'autisme il y a 20 ans, dans le meilleur des cas, on était 3, quoi. Maintenant, ça serait quand on arrive la présidente Benoît, pardon, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça, quoi. Donc, le monde change, alors pour le mieux, pour le pire, je l'ignore, mais en tout cas, il ne faut surtout pas se fier aux critères de normalité actuels. Allez, juste une dernière phrase, si je puis me permettre, je fais un peu ma psychanalyse, hein, ça c'est pardonné, juste 30 secondes carré. Il y a, mon premier combat militant avait été les gènes autisme, quoi, hein, et donc, à une époque, j'étais beaucoup moins à l'aise dans les interactions que présentement. Et donc, un jour, je m'étais retrouvé à la DAS. Vous voyez, la DAS, à une époque, ça existait encore. Aujourd'hui, on parle d'ARS. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu comme... Hein. Et donc, j'avais essayé de présenter un petit brouillon de dossier de gènes autisme. Hein. J'avais été quand même plus ou moins poussé par Simone Veil, mais bon, ça n'a pas beaucoup suffi, quoi. Et le monsieur à la DAS m'avait dit, mais jeune homme, au lieu d'être aujourd'hui ici à me parler de gémotisme, vous devriez être au travail, quoi, hein, pour gagner la vie, quoi, hein, voyez. Objectivement, il avait raison, quoi, hein, c'est-à-dire il fallait être fou, vraiment, pour ne pas aller bosser, gagner sa vie, hein, voilà, hein, mais d'une certaine façon, s'il n'y avait que des gens parfaitement rationnels et fonctionnels, je pense que ça irait mal, quoi, hein, on va parler pour les diverses divagations. Une autre question, et après je pense qu'on a un petit mot. Présidente, oui c'est présidente.
Non? Alors en fait, c'était pas vraiment une question, mais plus une réflexion sur différentes choses. Ce qui a été dit ici, ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure, et c'était sur un terme qui est très en vogue actuellement, l'inclusion. Alors c'est vrai qu'actuellement, à l'école, il y a des gros progrès qui sont faits, même on peut discuter s'ils sont suffisants ou pas, mais quand même sur tout ce qui est formation, sur tout le personnel enseignant, pour essayer de prendre en compte justement les spécificités de chacun, pour justement mieux vivre. Mais je pense que là où l'effort est à faire, ça c'est une première étape, mais l'effort il est à pousser sur l'après, sur la vie d'adulte. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est formé, c'est bien, on est passé par l'école, mais le problème c'est que dans le monde du travail, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que dans le monde du travail, le nombre de barrières, le nombre d'obstacles qu'on rencontre parce qu'on ne peut pas être soi-même, parce qu'effectivement tout ce qu'on pourrait apporter en termes de diversité, en termes de regard extérieur, de regard différent, il est complètement nié, il est complètement écarté, en connaissance de cause ou pas. Et je pense que le gros effort, il est vraiment à faire sur la partie professionnelle, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse tous vivre mieux déjà dans le monde du travail, et aussi qu'on puisse profiter de tout ce que tout le monde peut apporter. Alors moi je dis toujours que tant qu'on utilise le mot inclusion, l'inclusion elle est pas là. Voilà. Et puis peut-être qu'on devrait un petit peu changer la manière de penser dans notre société, c'est-à-dire qu'au lieu de toujours inclure ceux qui sont pas, comme on dit, dans la norme, qui sont sous le côté, eh ben, on n'a qu'à faire l'inverse en fait. Et puis on s'apercevra que c'est beaucoup plus simple d'aller dans ce sens-là que dans le sens où on est aujourd'hui, où on doit absolument inclure des gens. Voilà, la société devrait... l'individu, c'est même pas la société, c'est l'individu devrait accepter une personne, qu'elle soit en situation de handicap ou non, qu'elle soit migrante ou non, qu'elle soit homosexuelle ou non, qu'elle soit juive ou non, qu'elle soit musulmane ou non. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas les gens tels qu'ils sont, mais comme nous, on aimerait qu'ils soient. On voudrait que telle personne soit comme ça, que telle personne soit comme ça, et du coup, si elle ne nous ressemble pas, en fait, on ne l'accepte pas. Et par l'inclusion, on peut en parler pendant des années, des décennies, tant que notre société, en général, elle restera centrée sur, toi, t'es pas comme moi, donc va un peu plus loin, quoi. En fait, on ne s'en sortira pas, et c'est pas comme ça que une société peut grandir, s'épanouir. Après, vous allez dans d'autres pays, Joseph peut en parler bien mieux que moi, mais dans d'autres pays où le handicap n'a pas cette perception que nous, on a en France, en fait. Et la vie, et les vies des gens sont beaucoup plus épanouies que chez nous. Voilà. Merci beaucoup Marie, merci. Est-ce que vous savez d'où vient le mot inclusion, quoi, ouais. Il y a quelques décennies, le top du top, c'était l'insertion, quoi. Puis après, on a commencé à parler d'intégration. Il y a 20 ans, il fallait faire de l'intégration. Ça, c'était le top, quoi. Maintenant, il faut faire de l'inclusion. Je me confonds déjà dans les mots, quoi. Alors, le mot inclusion, ça vient du mot clé, quoi. Voyez, alors ça a une histoire assez glauque. Ça remonte à une histoire du collège des cardinaux, quoi. Le collège des cardinaux qui devaient choisir un pape et qui prenaient leur temps. Alors, évidemment, pourquoi ils prenaient leur temps? Parce que ne pas avoir de pape, eux, ça les arrange bien. C'était eux les chefs, quoi. Donc, ils prenaient des années, quoi, parfois. Voilà. Et un jour, on a dit basta, quoi. Donc on les a enfermés en conclave, d'où la notion de clé, et on les a mis au pain sec et à l'eau. Et très curieusement, au bout de quelques heures, il y avait une élection qui a été réussie. Ça c'est juste pour anecdote. C'est de là, de ce terme, en fait, c'est un terme assez horrible à la base. Donc, est inclus celui sur lequel s'est tournée la clé, quoi. Voyez.
Et en russe, ce mot-là existe aussi, mais il désigne les détenus du goulag. C'est le terme officiel pour désigner les détenus du goulag. Zaklutchoni, c'est celui sur lequel la clé s'est tournée. Voilà. Donc, évidemment, on n'a plus ça en tête du tout. Donc, aujourd'hui, c'est le top du top d'être inclus. Puisque nous sommes à Lyon, peut-être qu'on peut quand même avoir une pensée plus que forte pour celui qui a le plus popularisé en France la notion d'inclusion, à savoir Charles Gardou. Que tout le monde connaît, je crois. Donc, Charles Gardou, qui a beaucoup œuvré pour ça, qui a fini par reconnaître publiquement, et je lui en rends grâce, qu'en fait tout son combat avait été une raison finalement de papa, quoi. Que ce n'était pas juste un combat purement abstrait comme on l'avait cru pendant un certain nombre d'années. Et l'autre jour, j'espère ne pas trop trahir de choses, l'autre jour, au cours d'un trajet en train, Charles m'avait avoué qu'au fond, aujourd'hui, peut-être qu'avoir la foi ou l'inclusion, c'est un peu fort de café. Disons que la foi n'est plus forcément celle qu'on pouvait avoir il y a quelques années. En d'autres termes, l'usage répétitif, comme un mantra ou comme un usage liturgique du terme inclusion ne va pas faire avancer la donne. Vous avez des hommes politiques qui savent vous tenir un discours extraordinairement bien construit avec le mot inclusion, un discours qui vous fait vibrer, vous avez presque l'impression que l'Esprit Saint passe dans la foule. C'est un côté pentecôtiste, enfin, c'est étonnant dans certains discours sur l'inclusion. Mais en fait, une fois le discours achevé, la photo prise pour, comment ça s'appelle, Facebook ou autre, il n'y a plus rien, un retour au ghetto, c'est un peu ça l'ambiance. Et donc peut-être plutôt que de secouer un mot comme un enfant secoue un jouet, peut-être qu'on devrait essayer de faire des choses. À titre personnel, pour le dire en une phrase, je ne crois plus aux grandes lois, aux plans d'action, etc. Tout ça. Je pense plutôt qu'il y a des gens parmi nous qui ont la capacité de créer des bulles locales d'inclusion. Un peu comme il y a, alors pardonnez le parallèle, mais à l'extrémité gauche du spectre politique, il y a la notion de ZAD, de zone à défendre, travailler. Il y a comme ça l'idée qu'il peut y avoir une petite bulle où il n'y aurait pas les principes capitalistes, que sais-je, donc on pourrait imaginer qu'il y a des personnes, et ces personnes existent, il y a des personnes qui, savent créer autour d'elles une meilleure situation, un meilleur temps d'inclusion. Ces personnes-là existent et il y en a parmi nous aujourd'hui. Et pouvoir mettre en avant ces personnes, savoir mettre ces personnes en situation d'action, je crois que ça, ce serait déjà une fabuleuse première étape. Quant au pays et au voyage, je dois m'auto-censurer, je ne dois pas abuser de votre patience. Mais si la vie est très dure pour vous, si vraiment ça ne va pas, ne vous flinguez pas aujourd'hui. Le monde est vaste, il y a des super lieux dans le monde, il y a des gens super, il y a de très belles choses qu'on peut voir, de très belles choses qu'on peut visiter. Et il y a des lieux où la vie est possible, et même une très chouette vie pour les gens bizarres. Et d'ailleurs, le constat rigolo, on peut presque faire une sorte de théorème potache. Quand vous êtes dans un coin totalement paumé, le genre de coin où vous êtes le seul occidental à 100 km à la ronde, et le genre de coin où si Abraham débarquait subitement, il ne serait pas dépaysé. Ce sont les deux critères pour définir un lieu sympa. Donc lorsque vous êtes dans ce genre d'endroit et que vous croisez un blanc, il est quasiment sûr qu'il soit autiste. C'est pas une blague.